Bonjour, donc bienvenue dans le cours numéro 5, première partie, donc le cours magistral identité culture. Et là, nous sommes dans le pôle thématique 3, politique des identités et des représentations. Alors, aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est aborder la question donc de comment les minorités peuvent d'abord se constituer comme identité, ce que déplore apparemment Foucault dans l'ouvrage La volonté de savoir, par exemple, pour les identités homosexuelles, puisqu'il pense que c'est une résultante des dispositifs d'aveu dont nous ferions l'objet depuis la diffusion des techniques pastorales, d'aveu, de confession, etc., chrétiennes, dans les sciences et notamment les savoirs du 19e siècle relatifs au sexe, à la race, etc. Donc, comment on peut s'approprier ces identités pour en tirer un parti politique, au sens, pas un parti constitué par la formation politique, politiser donc son identité sexuelle et de genre racisé, etc. Et comment il en découle une attitude politique par rapport justement aux représentations, c'est-à-dire la manière à la fois dont les minorités sont représentées dans les médias, ce qui est notre sujet depuis le début, comment elles peuvent aussi s'auto-représenter dans les médias mainstream, voire en produisant leurs propres médias. Donc là, je voudrais aborder cette question, en fait, à travers l'activisme vidéo SIDA des années 80-90, notamment aux États-Unis, puisqu'on n'a pas eu tout à fait l'équivalent en France, même si on a eu un Act Up France qui s'est constitué à la suite de Act Up New York aux États-Unis, mais on ne peut pas dire qu'ils aient eu une politique justement de la représentation qui passait par des films, des vidéos, etc. Il y a un film qui est sorti récemment sur Act Up 120 battements par un ancien militant d'Act Up que vous avez peut-être vu, qui s'appelle 120 battements, qui a eu un succès populaire assez important. Et vous voyez qu'on n'y parle pas, en tout cas, d'un activisme vidéo ou médiatique, en tout cas pas du type de celui qui s'est déployé aux États-Unis. Comme il se trouve que la politique des identités et le fait même qu'Act Up France ait pu revendiquer une identité séropositive est une approche de l'identité plutôt états-unienne, anglo-saxonne. Je fais le détour donc par les États-Unis, même si en France, depuis maintenant quelques années, la politique des identités sexuelles et de genre est nettement plus visible que dans les années 80 et se fait d'ailleurs taxer plus ou moins, ça dépend, de communautarisme, de repli identitaire, etc. Voilà, donc je vais partir forcément un petit peu pour parler de cet exemple d'utilisation, de production de médias minoritaires. Je vais faire un petit historique, mais vraiment c'est un survol très très grossier des mobilisations, on va dire, gays principalement, même si les lesbiennes ont joué un rôle tout à fait important dans la mobilisation contre le sida, y compris à ACT UP. Donc très très grossièrement, vous avez donc, puisque je veux essayer de voir un petit peu quand est-ce que les questions de visibilité, de représentation et d'identité sexuelle revendiquée comme telle par les personnes concernées, pas dans le discours des experts, même si ceci perdure, fait son apparition. Donc, vous savez qu'on a l'habitude de situer la révolution gay, l'émergence de gay power et d'une revendication du coming out, qui est une forme de visibilité. Donc le coming out, littéralement, c'est sortir du placard, être visible en tant que personne homosexuelle, gay, lesbienne, trans aussi, dans l'espace public, dans les médias, auprès de ses proches, de sa famille, etc. Il y a énormément de niveaux dans un coming out, justement. Et donc, on a l'habitude de situer l'explosion, si vous voulez, du mouvement gay, mais qu'on doit rapprocher des mouvements des jeunes, des mouvements antinucléaires, tous les mouvements civiques et sociaux des années 60, hein,
avec les émeutes de Stonewall en 1969. Donc Stonewall étant un bar qui était tenu par la mafia, qui était régulièrement raidé par la police, qui faisait aussi, qui faisait du backshish avec qui prenait de l'argent au passage auprès des propriétaires du bar, aussi parce que c'était un des rares bars qui vendait de l'alcool aux homosexuels à New York, et en fait nombre de bars ne le faisaient pas. Voilà, donc les émeutes de Stonewall ont été, il y a pas mal de, il y a pas mal de manières de raconter les émeutes de Stonewall, mais enfin maintenant on sait que les émeutes de Stonewall ont plutôt été déclenchées non pas parce que Judy Garland était morte la nuit d'avant et que ça rendait les guetteurs tristes, mais parce que il y a eu une réaction contre les violences policières menées notamment par des personnes d'ailleurs qui en faisaient l'objet, pas simplement quand elles allaient au Stonewall, donc les travailleuses du sexe, les strip kids, c'est-à-dire les latinos ou les tapins ou les gays qui étaient à la rue. Donc une mobilisation menée beaucoup par les membres de STAR, qui était un groupe d'activistes trans à l'époque, donc avec notamment des personnes comme Martha P. Johnson et Sylvia Rivera. Donc c'est une réaction qui est une réaction plutôt menée, on va dire, par des minorités non blanches, pas favorisées, qui font le travail du sexe, ou qui sont migrantes de couleur à New York, donc en 1969. Ensuite, le mouvement va se développer dans deux directions essentielles, une réformiste. C'est plutôt cette tendance d'ailleurs qui va émerger et qui inspire d'ailleurs la plupart des politiques gays assimilationnistes de la classe moyenne actuelle. La première marche en cette de la Gay Pride, si vous voulez, est organisée à la Christopher Street Parade, puisque le bar en question était situé est toujours d'ailleurs situé sur Christopher Street dans le West Village de New York. Et il y aura aussi en parallèle, puisqu'à l'époque, il y a un mouvement révolutionnaire, qu'on pourrait dire intersectionnel, que l'on aurait dit multi-issued à l'époque, très fort et qui n'est pas nécessairement sur les mêmes lignes assimilationnistes que le mouvement réformiste gay et lesbien de l'époque. Donc, ceci dit, Stonewall est le résultat d'un processus qui a commencé plus tôt dans le monde, on va dire, gay urbain d'après-guerre, avec notamment des mouvements que l'on qualifiait, qui se qualifiaient d'homophiles, donc qui étaient donc des personnes concernées, des gays, des lesbiennes, qui essayent de défendre une vision non pathologique, positive de l'homosexualité. Donc aux États-Unis, vous avez la Mattachine Society, je vais y revenir, et en France, Arcadie, qui est un genre de club en fait, à 99% fréquenté par des gays et qui a été fondé par Baudry en 1954 et qui a laissé notamment des traces avec une revue en plusieurs volumes qui s'intitulait elle-même Arcadie, qui était plutôt sur des politiques de la respectabilité du placard et non pas de la visibilité. Donc la Mattachine Society, alors c'est vrai que elle aussi, à un moment donné, va devenir plus réformiste, mais à l'origine, c'était formé sur le modèle en fait du Parti communiste, avec une hiérarchie, des structures, un leadership assez centralisé, assez gauchiste, on va dire, au début, en tout cas de gauche, et puis, encore une fois, va devenir un peu plus réformiste par la suite, avec une stratégie qui n'est pas celle du coming out, mais en tout cas l'idée qu'il faut pratiquer les politiques de respectabilité, ne pas choquer, mais quand même pas pour autant s'invisibiliser totalement, viser l'acceptation, la réalisation individuelle, prise de conscience du fait que l'on est homosexuel et que ça ne doit pas poser de problème à la personne concernée. On pourrait discuter, c'est des formes de visibilité antérieures à celle du coming out. En tout cas, la question du média est simple puisque les supports sont essentiellement des revues, on va dire des revues plutôt intellectuelles, où on peut avoir aussi des petites annonces, puisque c'est aussi des revues qui favorisent
justement la construction d'un réseau social, d'un espace de rencontre intellectuel, sexuel, affectif, etc. dans les villes. Voilà, donc avant effectivement Stonewall, au niveau, on va dire, médical, au niveau pardon, des années 50, vous avez justement aussi la poursuite, on va dire, du discours médical sur l'homosexualité qui ne cesse vraiment jamais, mais avec peut-être quelque chose qui est assez différent des parutions des sexologues, des encyclopédies du 19e, dont on a vu le caractère pathologisant. Kinsey, qui est fait une grande enquête sur les pratiques sexuelles des Américains et publie le Kinsey Report en 1948. Il fera également des enquêtes sur la sexualité des femmes qui seront qualifiées de choquantes dans les années 50. Dans les années 50, il faut dire aussi qu'après la guerre, l'idée c'est de retrouver des rôles sexuels et de genre assez traditionnels, d'autant que les femmes ont goûté des joies du travail, puisqu'il y avait sont sortis de l'espace domestique où on les avait souvent confinés, ont participé à l'effort de guerre, notamment dans les industries qui fabriquaient les avions, les obus, etc., puisque les hommes étaient majoritairement au fond. Ça a aussi favorisé pas mal le mélange entre homosexuels et hétérosexuels à l'armée, etc., etc. Donc les années 50 sont plutôt un backlash par rapport à des espaces de liberté qui ont été, ou des modifications dans le rôle de genre qui ont été favorisées par les guerres mondiales. Les guerres en général sont des opérateurs de genre importants. Donc Kinsey publie le Kinsey Report avec cette idée. Alors lui, il classe d'une échelle de 1 à 10 les pratiques sexuelles en fait, et de manière statistique. Donc on retrouve quand même, on va dire, l'autorité scientifique de la statistique. Hein. On a vu que la statistique est une science qui commence à se constituer un petit peu au 18e, et puis ensuite très très développée au 19e, puisqu'on entre dans l'ère biopolitique, de contrôle de la santé des populations, etc. Très reprise aussi par des gens comme Ketley, des eugénistes, bref. Donc, sur une échelle de 1 à 10, c'est qu'il parle des pratiques sexuelles et non pas des identités sexuelles, justement. Kinsey, qui était par ailleurs bisexuel, hein, va pardon, va faire des déclarations plutôt fracassantes justement dans l'Amérique très conservatrice des années 50 qui a tendance à redomesticiser les femmes et développer tout ce qui est aide ménagère pour qu'elles restent à la maison, soit de bonnes mères et de bonnes ménagères. Va dire que donc en fait 37% des Américains ont eu des expériences homosexuelles, que finalement si on regarde sur l'échelle de l'indice entre homosexuels et hétérosexuels, on voit que 10% de la population au moins pourrait être qualifiée de hétérosexuelle. Bon, évidemment, là j'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais sur quels critères ils se basent, à part les pratiques sexuelles, etc. Mais disons qu'il n'est pas du tout sur les critères que l'on a vus, qui sont des critères relatifs au genre, l'inversion du sens congénital, etc. Et surtout, il le présente de manière, on va dire, scientifique neutre et non pathologisante. Donc, c'est un peu dans ce contexte que la Mattachine Society, justement, va peut-être aussi essayer de reprendre le discours médical pour normaliser les conduites sexuelles. Donc, encore une fois, à travers des supports qui vont faire leur apparition, comme la Mattachine Review, donc qui commence à apparaître en 1955, Arcadis et 1954 en France. Il y a aussi une revue lesbienne très importante qui s'appelle The Ladder, l'échelle. Bon, à l'époque, ce sont des tirages assez importants, hein, environ 7000 exemplaires, qui vont donc circuler, et avec cette idée aussi que, évidemment, la presse est quand même vecteur de visibilité et favorise les mouvements sociaux, et que on peut aussi y voir des avis d'experts. Dans Arcadie, vous avez beaucoup d'articles littéraires, un hellénisme, c'est-à-dire une référence un petit peu à l'homosexualité grecque romancée. D'ailleurs, Arcadie, c'est un peu ça aussi, l'explication du titre de la revue. Sont donc disponibles dans la revue, et tout ça évidemment contribue à l'émergence, peut-être pas en France d'une communauté puisqu'on ne voit pas comme ça, en tout cas d'une culture gay, en tout cas homosexuelle, assez
Évidemment, le terme serait un anachronisme à l'époque pour les Arcadiens. Mais on commence évidemment à se constituer un niveau référentiel, etc. Et il est clair que aux États-Unis, Mattachine Society, The Ladder, contribue à l'émergence d'une communauté gay et lesbienne et à sa visibilité. Si on revient un petit peu sur la mobilisation, justement, où émerge peut-être plus une identité gay dans le sillage de Stonewall, revendiquée comme telle, avec le coming out, etc. Donc là, on serait plus dans le profil d'identité sexuelle identifié, enfin, formalisé, théorisé par Foucault. Le mouvement, en fait, gay et lesbien, va aussi évidemment avoir des échos en France. Vous allez avoir avec justement aussi des gens qui vont prendre le contre-pied de la discrétion et du caractère un peu élitiste de Arcadie. En 71, vous avez la naissance du Front homosexuel d'action révolutionnaire, donc clairement situé dans la mouvance révolutionnaire et pas du tout réformiste de l'époque. Et en avril 71, vous avez la constitution du groupe de libération homosexuelle, le GLH, à Paris, et c'est en 75, donc quelques années après Stonewall, que vous avez une première participation, non pas une Gay Pride ou une Christopher Street Pride ou Parade, mais d'ailleurs la rhétorique de la fierté, il faudrait aussi voir quand est-ce qu'elle arrive, etc. Mais c'est vrai qu'elle participe à la question de la visibilité, de la forme qu'elle peut prendre. Et on voit très bien que c'est un indice subjectif d'être fier de sa sexualité, c'est-à-dire de retourner le stigmate, de la honte, etc. Et donc, vous avez une participation du GLH à la manifestation du 1er mai en 75, à côté du mouvement de libération des femmes, qui à l'époque s'appelle le mouvement plutôt que le mouvement de libération des femmes. Donc on voit que le 1er mai donc, est plutôt un événement syndical et de gauche, et le premier moment de manifestation à la fois des gays, des lesbiennes et des gouines aussi, puisque vous avez à l'intérieur du mouvement des groupes de lesbiennes ou qui s'identifient comme gouines. Un des groupes importants en France, ce sera les Gouines Rouges, auxquelles participent des personnes comme Marie-Jo Bonnet ou Monique Wittig, et qui vont donc manifester en tant que gays et que lesbiennes justement dans le cortège syndical, ce qui d'ailleurs ne va pas plaire à tous les syndicalistes présents dans ce 1er mai de 1975. Voilà. Donc voilà un petit peu comment on pourrait dire que pour qu'il y ait politique de la visibilité, il faut qu'il y ait un mouvement, on va dire, collectif, que les gens se reconnaissent dans une culture ou soient d'accord pour se concevoir, se comprendre comme une identité sexuelle, voire de genre, et développent une culture qu'ils revendiquent eux-mêmes, qu'ils peuvent qualifier justement comme gay et lesbienne. Vous savez que c'est quelque chose qui peut paraître évident peut-être maintenant, mais qui sera très très lent à s'installer en France, y compris dans les milieux gays et lesbiens, jusque dans les années 2000. L'idée même qu'il puisse y avoir une littérature gay ou une littérature lesbienne heurtait la conception universaliste républicaine de la majorité et aussi des personnes, et y compris des gays, des lesbiennes, des homosexuels de l'époque. Voilà, donc voilà pour ce très très rapide panorama un petit peu, enfin chronologie des mouvements, on va dire homosexuels, gays, lesbiens, etc. Maintenant, la question c'est de savoir un petit peu comment on commence à s'intéresser à la politique, enfin qu'est-ce que c'est que la politique des identités? Alors la politique des identités, donc, que je viens d'évoquer rapidement à partir de Stonewall, c'est en fait une manière de produire de l'identité, une rhétorique de l'identité au sens fort, un matériel qui prend modèle sur les civil rights, le mouvement donc des Noirs américains, avec, vous savez, tous ces retournements de stigmates, le fait que de se autonommer nigger, mais que évidemment ça ne veut pas dire la même chose que les personnes qui se traîner auparavant, Black is Beautiful, etc. Donc c'est tout le mouvement
qui a aussi sa partie réformiste. Martin Luther King est plutôt un réformiste, mais qui va structurer le mouvement nord-américain et aussi une certaine identité de revendication de la culture, avec aussi, encore une fois, toutes ces stratégie d'empowerment, c'est-à-dire de donner de la puissance, de l'empuissancement aux gens, alors que eux-mêmes parfois ont tendance justement à se dévaloriser ou à avoir honte de ce qu'ils sont. Évidemment, la problématique du communal est très différente selon que vous êtes visible en tant que noir et que vous n'êtes pas nécessairement visible en tant que minorité sexuelle et de genre. Par exemple, on parle de Stonewall, mais il y a une multitude évidemment d'événements similaires qui sont restés célèbres dans le mouvement des droits civiques aux États-Unis en 1960. La cafétéria aussi, Woolworth, a fait l'objet d'un sitting silencieux, c'est-à-dire que les personnes, le Nord était interdit, comme vous savez, l'espace public, des toilettes, des cafétérias, des restaurants, des hôtels, des transports publics étaient ségrégés. Et là, vous avez un sitting silencieux où les Noirs vont rentrer alors qu'ils sont interdits dans la cafétéria Woolworth et donc manifester sous forme de sitting, donc le fait d'être là et de s'asseoir. C'est intéressant parce que c'est une forme que reprendra ACT UP, par exemple, le mouvement de lutte contre le sida, avec le dying, c'est-à-dire le fait de s'allonger par terre pour symboliser les morts du sida. Donc cette manière d'investir l'espace public, aussi les picketing, c'est-à-dire le fait de prendre des pancartes, et même lorsque l'on est 4 ou 5, et d'ailleurs la Mattachine Society fera des picketing dans l'espace public, avec des pancartes, donc invitant les paddles, on tourne en rond à quelques-uns devant une institution publique ou dans la rue, avec des pancartes et des slogans qui invitent les personnes à changer leur regard sur les homosexuels. Donc on voit bien que pour qu'il y ait une politique de l'identité, c'est sûr que si on reste sur la question des pratiques sexuelles, par exemple, comme Kinsey, ou comme on l'a vu dans la définition de la sodomie, qui concerne les pratiques sexuelles anales et non pas une identité, on va dire, sexuelle et de genre revendiquée comme telle, c'est vrai que c'est difficile d'avoir des pratiques autres qu'assimilationnistes ou de revendication de visibilité. C'est assez logique. En fait, c'est vrai qu'à partir du moment où on a une analyse politique, en tant que minorité sexuelle, culturelle, opprimée, qu'on commence à se politiser, qu'on demande à réclamer, comme l'ont fait les Noirs depuis très très longtemps, par exemple, une culture, une histoire gay ou lesbienne, voire trans, lorsque on est encore une fois plus collectivement reconnaissable même entre soi, évidemment, ça aussi, ça permet de faire des politiques qui ne visent pas simplement l'intégration ou l'invisibilisation. Voilà, encore une fois, je n'ai pas le temps de m'y attarder, mais toutes ces politiques des identités doivent être mises en parallèle avec toute la subculture et les contre-cultures états-uniennes des années 60, qui, quelque part, sont sur la politique des identités revendiquées. Donc, c'est pas du tout le même sens, effectivement, que ce que l'on appelle le repli identitaire en France, etc. Quelquefois aussi pour qualifier des minorités sexuelles et ou racisées qui s'organisent. Donc là, ce que j'essayais de décrire un petit peu, c'était les conditions d'émergence de stratégies de résistance qui concernent les politiques de représentation. Qu'est-ce que c'est que la politique de représentation? C'est-à-dire que la manière dont on est représenté n'est pas neutre, qu'il y a des rapports de pouvoir, que c'est donc politique et que donc on veut changer justement ces représentations, substituer d'autres contenus, ou en tout cas ne plus être dépendant de représentations, par exemple, négatives, inadéquates, etc. Donc, il y a eu aussi aux États-Unis une tradition de célébration des cultures dites underground, minoritaires, dans le sillage de la Beat Generation, qui a généré sa littérature, son cinéma. Quand on parle de cinéma indie, en fait, ça vient de là, avec aussi cette habitude de faire le fait de s'autoriser aussi à faire des films qui sont low budget, donc qui demandent pas, c'est fonction évidemment de l'évolution de la technologie, mais qui ne demandent pas de gros budget et de le faire aussi collectivement
et dont le but est de célébrer la culture minoritaire. Donc les conditions d'émergence de ce type de politisation, donc des représentations, des images, etc., vous voyez que ça dépend évidemment d'une prise de conscience politique, personnelle, mais aussi d'une prise de conscience médiatique en quelque sorte. C'est relatif à l'état de la technologie. Alors par exemple, là, dans ce qu'on va voir par rapport à l'activisme SIDA, évidemment, maintenant, on est dans une époque complètement numérique, Internet, etc., ce qui n'était pas le cas à l'époque, et où vous avez une fonction centrale de la télé, de l'apparition de la vidéo, des caméras en bêta, bon, qui sont assez volumineuses, mais qui quand même sont des caméras que l'on peut sortir dans la rue pour filmer, etc. L'idée évidemment que les médias mainstream non seulement ne servent pas à la communication mais l'empêchent, donc avec cette idée qu'on doit peut-être créer ses propres médias, l'idée qu'il faut démocratiser aussi la production audiovisuelle, donc ce sera un petit peu, par exemple je vous ai mis des extraits d'un petit télé-satellite qui n'avait rien, des premières, au niveau de l'échelle, qui n'a rien à voir avec les premières télésatellites américaines, notamment les gros channels d'information états-uniens. Mais par exemple, on voit bien dans les titres qui sont choisis par les groupes justement d'activistes vidéo. Vous en avez un qui s'appelle Deep Dish, donc qui quelque part reprend les noms techniques de la diffusion satellitaire et qui quelque part fait comme s'ils étaient eux aussi une télévision qui a des moyens satellites de diffusion. L'autre aspect important, mais ça je pense que c'est quelque chose que vous comprenez assez facilement dans notre formation, c'est un petit peu comment dans les études culturelles, les culture studies, notamment avec l'école de Birmingham, Stuart Hall, mais aussi aux États-Unis, en réaction un petit peu à un marxisme qui focalisait trop sur l'économique, ou qui en tout cas séparait l'économique de la culture, de l'idéologie, de la philosophie, de la religion, du juridique aussi, voire même Althusser avait généré une opposition devenue célèbre entre les infrastructures, donc tout ce qui était un peu, pour lui en tout cas le plus important, si on voulait analyser les oppressions, l'aliénation, etc., en termes marxistes, donc tout ce qui concernait la reproduction économique par opposition à des superstructures donc plus light, moins importantes, donc qui étaient assez séparées. Et c'est vrai que les études culturelles ont contribué à regrouper, ou en tout cas à faire travailler ensemble ces niveaux, et qui passent cette opposition un petit peu entre l'économique, l'aliénation, l'oppression dure, marxiste, et puis des choses un peu plus légères, la culture. On voit bien que la culture, si on apprend dans son sens sociologique, pas uniquement esthétique, ce qu'on a souvent tendance à faire avec le cadre kantien français, et aussi avec une tradition qui s'est un peu amoindrie maintenant, une forte tradition moderniste et une forte valorisation de la haute culture par opposition à la culture populaire. Encore une fois, des choses que les études culturelles, une position que les études culturelles ont contribué à réduire, surtout pour la valorisation et les fonctions de la culture populaire, donc télévision, séries, cinéma, etc. Donc, effectivement, il y a aussi cette idée que les médias, c'est de la culture, la représentation, etc. C'est important, peut-être tout aussi important que la dimension économique. Donc, la culture devient un enjeu politique. Donc avec cette idée qu'il va falloir intervenir activement en tant qu'identité réprimée, groupe réprimé, minorité réprimée, dans le champ culturel. Voilà, donc maintenant je vais vous faire juste une rapide chronologie de un petit peu la chronologie relative au sida, mais aussi à la représentation du sida dans les médias au sens large. Donc là, je vais parler de la presse écrite et de la télévision aux États-Unis. Donc, vous savez que le sida fait son apparition, on va dire, officielle, en tout cas médiatique et médicale. L'acronyme même VIH, sida, syndrome immunodéficient fait son apparition en 1981.
donc dans des journaux médicaux, et on parle donc d'une maladie immune qui affecterait essentiellement les gays sexuellement actifs. Sur la télé de l'époque, c'est 55 secondes en fait. En 82, l'acronyme AIDS, donc en anglais SIDA, est trouvé, donc il désigne un syndrome d'immunodéficience, donc est trouvé, et immédiatement à New York est créé le Gay Men's Health Crisis, donc un groupe dédié à la santé des gays qui va travailler avec un peu l'équivalent du centre gay lesbien de l'époque de New York. Donc on voit que là, il y a une réaction à la fois de la communauté, mais aussi une politisation de la santé. Et assez rapidement d'ailleurs, le Gay Men's Health Crisis va substituer à des termes dont on trouve l'équivalent en France avec SIDA1, SIDAIC, etc., et qui découlent de l'acronyme médical, d'autres acronymes, donc notamment PWA, donc People Living with AIDS, avec cette volonté, vous voyez, de d'abord mettre l'accent plutôt sur la vie, et aussi sur le fait que ce sont des gens et qui vivent avec une maladie. En 83, là, la presse, pour le coup, va se mettre à déclencher une couverture très importante du sida dans les médias. Donc, par exemple, en 3 ans, entre 83 et 86, vous avez une explosion de la couverture, 600% en plus, donc c'est considérable. Mais le sida est toujours réservé, enfin présenté comme une maladie qui affecte les minorités. En 85, ça c'est intéressant pour nous parce que vous avez un acteur assez connu, Hollywood, un acteur assez avec du succès, Rock Hudson, qui fait son coming out, qui est séropositif et qui fait son coming out en tant que gay, qui déclenche d'ailleurs une couverture dans les tabloïds extrêmement négative et humiliante, mais on voit là que non seulement qu'il y a une nouvelle visibilité, une personnalisation de la visibilité, mais aussi qui passe par le coming out, un double coming out en tant que donc, personne gay. Vous savez qu'à Hollywood, en général, vous avez vu le documentaire C'est le closet, les acteurs gays ne restaient dans le placard parce que sinon ils avaient peur de perdre, de ne pas avoir de contrat, et c'est probablement ce qui se serait passé s'ils avaient été out. Donc, Rock Hudson, un moment assez important, et là l'attention des médias va commencer un petit peu à se tourner vers les contaminations hétérosexuelles. Donc ça, c'est parce que évidemment, le sida n'est pas une maladie des homosexuels. Et donc ça fait quand même 4 ans après l'apparition 5 ans, oui, 4 ans pardon, après l'apparition de la découverte entre guillemets de la maladie, que on commence à s'intéresser à la contamination hétérosexuelle. La couverture alternative donc arrive à peu près dans ces années-là, on va dire après le milieu des années 80, avec plusieurs idées. Donc l'idée aussi que la pornographie fait partie intégrante de la culture gay et célébrée d'ailleurs en tant que telle. L'idée que comme de toute façon il n'y a pas de... Donc c'est à la... Là on est un petit peu au croisement d'un questionnement des politiques publiques. Bon, c'est clair que Reagan euh, ne met pas les moyens pour la crise du sida, pour les financements, et souhaiterait d'ailleurs plutôt que tous les séropositifs meurent. Et donc, il faut que, enfin, l'idée des différents collectifs qui se constituent, c'est qu'il faut prendre la politique de la santé en main, contrer les décisions justement officielles, institutionnelles, voire des laboratoires. Une des premières actions d'Act Up New York, c'est devant un bâtiment de l'autorité pour la délivrance des médicaments à New York. En fait, Act Up emprunte beaucoup au féminisme et à la santé communautaire, au mouvement féministe qui a évidemment beaucoup travaillé sur la maternité, la contraception, etc. Et donc l'idée, là je reviens à cette idée d'utiliser la pornographie qui a un fort potentiel attractif et aussi pédagogique, c'est de faire des campagnes de prévention, parce que évidemment aucune campagne de prévention n'est ni financée, d'autant qu'il ne faut parler ni des homosexuels ni du sida, et qu'en plus
le gouvernement néolibéral de Reagan qui arrive, Thatcher pareil en Grande-Bretagne dans les années 80, n'a aucune envie de consacrer de l'argent au séropositif. Donc l'idée qu'il va falloir faire des campagnes de prévention, que la pornographie est une bonne, enfin le film porno est un bon moyen aussi de faire d'abord de la prévention très claire, très explicite, comment on met un préservatif, etc. Mais aussi pour développer des stratégies de safe sex, c'est-à-dire de protection, de sexe à moindre risque, de bonne connaissance des pratiques contaminantes de celles qui ne le sont pas, etc. Et aussi de développer une culture sexe positive, c'est-à-dire sexuelle positive, y compris pendant la crise du sida, avec cette idée que le sexe est une valeur positive dans la culture gay, et que donc il ne faudrait pas que de nouveau il y ait un shaming, c'est-à-dire la honte, puisse de nouveau devenir une réaction de la part des personnes à la fois homosexuelles et atteintes par le virus. Et enfin l'idée qu'il faut resexualiser tout ça, parce qu'évidemment, les premières réactions, les premières stratégies internes, voire externes aussi, ça peut être de renoncer à la sexualité, voire de dire que ces personnes doivent renoncer à la sexualité. Vous savez qu'il y a eu tout un débat sur le fait d'enfermer les séropositifs, Le Pen avait proposé d'enfermer les CD1, le fait de leur demander de déclarer leur statut, de savoir s'il fallait criminaliser les personnes qui contaminaient d'autres personnes, etc. Et dans toute cette prise en main politique, on pourrait faire une lecture, comme vous voyez, très foucaldienne de qu'est-ce que c'est la sexualité, au sens très large. Il y a cette idée qu'il faut continuer à parler de sexe, de pratiques sexuelles de manière positive. Donc ça c'est une façon médiatique, enfin aussi interne, hein, c'est-à-dire d'utiliser la culture porno gay de l'époque pour toucher les personnes, pour toucher les personnes gays. ACT UP va se constituer, en fait tous ces collectifs se connaissent un petit peu. ACT UP se constitue autour de la personnalité de Larry Kramer, mais aussi de beaucoup de personnes qui sont dans l'art et dans le design, d'où peut-être la réussite du logo d'ACT UP, qui est un triangle rose, donc qui était la marque pour reconnaître les homosexuels dans les camps de concentration nazis, et qui était un triangle rose avec la pointe en bas. Et ACT UP va décider de retourner le triangle de la pointe en haut pour justement célébrer pour appeler à l'empowerment. Et d'ailleurs, l'acronyme d'ACT UP, c'est l'idée, c'est que c'est une coalition pour relâcher du pouvoir, donc de ACT UP, l'idée de réagir, d'agir. Donc il y a encore une fois toute cette idée de lutter contre les couvertures au sens large et donc médiatiques qui sont sexistes, qui sont homophobes, qui sont racistes, dès qu'il est question de sida et d'homosexuels. Sachant que les collectifs d'ACT UP aussi sont constitués, il y aura aussi des personnes, pas toutes homosexuelles, et beaucoup de personnes de couleur, des usagers de drogue, qui, dans le New York de l'époque, n'ont pas accès à la sécurité sociale et encore moins à l'information sur le traitement. Et ACT UP va développer toute une expertise médicale à partir de l'expérience et des besoins des patients, et très rapidement va contrer l'expertise à la fois des labos, des médecins, mais aussi le complexe, on va dire, pharmaceutique de production justement des traitements accessibles, etc., etc. Donc tous ces collectifs, et je vais revenir un petit peu en détail sur chacun d'entre eux. Encore une fois, je vous ai mis énormément de vidéos que je vous invite à regarder qui sont sur le Moodle. Entre 87 et 88, vous avez déjà une centaine de vidéos. Hein. Alors, le support à l'époque, évidemment, c'est la vidéo, la VHS, ou d'autres formats plus professionnels, IMAX, Betamax. Et donc, ils vont être produites par ces collectifs. Ces vidéos sont aussi des médias communautaires, c'est-à-dire elles sont les productions, les contenus sont faits en direction de la communauté, par la communauté, pour les communautés. C'est aussi une bonne manière de ne pas simplement s'adresser aux médias mainstream et de les corriger. Avec
des informations sur le traitement qui sont destinées à la communauté séropositive, donc les personnes qui vivent avec le sida, les personnes soignantes, les activistes, les toxicos, les travailleuses du sexe, les personnes de couleur, les femmes, etc. Ces collectifs sont généralement multiraciaux, c'est-à-dire que ce ne sont pas des collectifs uniquement composés de blancs. Ils sont, encore une fois, disons, des stratégies différentes sur lesquelles on va revenir. Ils ont des objectifs, mais quelquefois qui se recouvrent. Donc leur philosophie, c'est vrai, est un peu différente, même si elle entretient des liens avec le cinéma, on va dire, minoritaire qui a existé dans les années 50, les années 60, surtout avec par exemple le cinéma du tiers-monde, comme on disait à l'époque, ou les médias féministes, ou les médias aborigènes aussi, ou indigènes. Mais en gros, il y a des caractéristiques un petit peu communes. L'idée, c'est d'abord de donner la voix aux personnes qui n'ont pas de voix, ou sans voix, et que ce sont les personnes concernées qui doivent parler. L'autre idée importante, c'est de combattre les représentations figées, stéréotypées des médias, donc ça on en a déjà pas mal parlé. Que ça passe aussi par combattre les politiques narratives des médias hétérocentrés et blancs, qu'il y a à la fois une valeur pédagogique à expliquer pourquoi les gens protestent, pourquoi ils font de la désobéissance civile ou de la résistance passive, mais aussi montrer les violences policières et les filmer. Traiter tout ça avec des politiques et en termes politiques et avec une esthétique qui n'est pas nécessairement celle de la culture dominante. Par exemple, là j'ai pas le temps d'en parler, mais c'est dommage, il y a un film très très intéressant, très drôle, paradoxalement, de un réalisateur qui s'appelle Kaline et qui a fait un film sur la narration et la mythologie du patient zéro, donc le premier patient qui aurait été diagnostiqué avec le VIH et qui serait un steward gay américain contaminé par un singe, comme ça pensait, enfin, et c'était dit que le virus vient de l'Afrique, etc. Et donc, en fait, Kaline reprend toutes ces représentations médiatiques, racistes, homophobes, etc. et en fait une comédie musicale sur le patient zéro. L'autre élément important, c'est de mettre l'accent sur l'auto-représentation, c'est-à-dire le fait de s'auto-représenter. Là, je vais vous parler un petit peu justement de pas vous parler nécessairement d'ACT-UP, mais de petits collectifs. Donc un qui s'appelle AIDS Video Activism, l'autre qui s'appelle Diva TV, et aussi les productions de Gay Men's Health Crisis que j'ai rapidement évoqué. Et ensuite, je terminerai par un film vraiment très intéressant, mais que je ne peux pas vous donner en entier parce qu'il est payant et assez cher, qui est un film assez focalien, donc il fait bien le lien avec tout ce qu'on a vu, et qui s'appelle Bright Eyes, et donc dont je vous ai mis un tout petit extrait, c'est un film britannique sur le VIH. Alors, pour ce qui est de l'activisme vidéo de Testing the Limit, pardon, j'ai fait une erreur, je vous ai parlé de AIDS Video Activism, en fait c'était le titre de mon activisme vidéo contre le sida. Le premier collectif, c'est Testing the Limits, en fait, le nom de l'article, et on y retrouve d'ailleurs des artistes, notamment Greg Bordorowitz, dont je vous ai mis le film Fast Street Brown Drop, qui est un film à la fois justement expérimental, tourné par la personne concernée, et aussi qui interroge le fait de qu'est-ce que c'est des gays et séropositifs et juifs à New York. Donc Testing the Limit fait 5 vidéos assez rapidement, et ce sont des gens aussi qui peuvent faire partie d'autres collectifs, donc certains font partie, comme Giancarlo Misto par exemple aussi, d'ACT-UP. Il y a aussi des activistes, des militants, des gens qui se sont rencontrés aussi dans des cercles, on va dire,
plus artistique. Et la philosophie du collectif, c'est, je cite, de tout documenter, tout, donc une vision, prétention, on va dire, à l'exhaustivité, de concurrencer bien sûr les médias mainstream qui traitent du sida, que c'est ok pour faire du film amateur, au contraire, du down and dirty footage, donc de shooter en fait de manière pas professionnelle, avec cette idée aussi que les personnes, qu'elles soient pro ou pas, elles peuvent filmer, et on peut aussi évidemment partager les savoirs techniques, etc. Mais l'idée, encore une fois, n'est pas d'obtenir des résultats léchés, etc. Il faut dire aussi que c'est un contexte d'urgence à la fois sanitaire et politique. Ce sont évidemment des productions bénévoles où les gens ne sont pas payés. Euh, Quelquefois qui évidemment ont des objectifs contradictoires, c'est-à-dire qu'à la fois ils veulent atteindre le grand public, faire un documentaire qui pourrait passer sur une chaîne de télé satellite, donc à ce moment-là évidemment c'est plus le même format, il faut savoir filmer, il ne faut pas filmer n'importe comment, il faut pouvoir monter, ça peut coûter plus cher, etc. En même temps on est en train de produire de l'archive, donc il faut être, on retrouve la question du réalisme qu'on a posée dans les cours précédents, il faut rester peut-être plus près de la réalité, ou il faut rester plus près peut-être d'un format documentariste, etc. Donc voilà comment un peu quelles sont les questions qui se posent dans ce collectif. Un autre collectif qui s'appelle Diva TV, donc vous voyez avec le titre est intéressant parce que l'idée c'est aussi on est peut-être des PD, on est peut-être des queers, mais queer veut dire en gros sale PD, c'est une injure, hein, même si ça va être réapproprié positivement dans les années 90 par le queer, la culture queer. L'idée qu'on est la télé des divas, donc il y a toute la culture folle, toute la culture un petit peu du spectacle, mais aussi l'idée qu'on est des divas, y compris quand on est justement stigmatisé par les médias dominants, etc. Donc c'est Diva TV, c'est comme drag queen, drag king, c'est pas tout à fait la même chose de s'identifier comme king, comme queen que comme travesti ou comme travelo. Vous avez vu un peu l'analyse que j'ai proposée justement dans le fait, dans l'article extrait de Queer Zone sur le fait qu'au XIXe siècle, on parle justement de travestissement pour désigner de manière confuse des identités qui seront ensuite produites médicalement de manière beaucoup plus claire, la transsexualité ou les personnes intersexes. Et donc Diva TV filme des actions de désobéissance, des actions dont vous avez des exemples d'ailleurs dans Act Up, dans le film Sans abattement, vous avez un passage où Actel fait une action contre un labo avec donc des projections de faux sang sur les murs dans les bureaux du laboratoire concerné. Donc une action, c'est quelque chose que vous concevez aussi avec les médias, c'est-à-dire que toutes les actions d'Act Up, les médias étaient prévenus en amont de l'endroit secret ou de l'action secrète qui allait se dérouler, et ensuite filmer, et l'idée c'était que ce soit repris évidemment. Donc vous voyez bien que l'action, l'activisme est intrinsèquement lié avec un activisme vidéo ou un activiste avec les médias d'ailleurs, on va dire mainstream ou traditionnel. Et là, vous avez un lien sur une action justement qui s'appelle Like a Prayer, qui fait référence à un célèbre titre de l'époque de Madonna, et qui a eu lieu à la cathédrale Saint-Patrick, donc qui est sur 5e avenue, si ma mémoire est bonne, à New York, le 10 décembre 1989. Vous avez un activiste Ray Navarro, qui fait le drag, plutôt que le travesti en Jésus, et donc l'action, enfin les activistes envahissent la cathédrale, et pour interrompre l'office du cardinal O'Connor, qui a fait des déclarations contre l'homosexualité, contre le sida et contre l'avortement, et qui invite les patients donc qui fait aussi de la pédagogie par rapport aux préservatifs, et qui a l'action a un slogan: Be sure your second coming is a safe one. Faites en sorte que la deuxième fois que vous jouissez, c'est de manière safe. Utilisez un préservatif à chaque rapport sexuel. Donc ça, c'est un type d'action d'ailleurs que
vous retrouvez en France, des années plus tard, avec Actes Paris, fondé par Didier Lestrade, qui a raconté l'histoire d'Actes Paris dans des ouvrages qui sont parus en français, notamment Act Up, une histoire parue chez De Noël. Et vous avez eu justement des interventions, des éruptions à Notre-Dame avec les activistes d'Act Up, etc. Donc vous voyez la philosophie un petit peu de Diva TV qui se définit, je traduis aussi le statement, c'est-à-dire la déclaration d'intention du collectif. Nous sommes engagés à faire des médias qui interfèrent, d'où aussi Interfering TV. Ça, c'est l'acronyme de DIVA. Après, il y a DIVA, puis après, il y a DAM, Interfering. Donc, ceux qui interfèrent au sens fort et qu'ils interfèrent, on fait damn it. Donc, qui interfèrent avec les représentations médiatiques dominantes concernant le sida, qui adressent la négligence gouvernementale quand il s'agit justement de la crise du sida. Nous sommes engagés à mettre en cause et à lutter contre les médias dominants qui sont sexistes, racistes, hétérosexistes, qui sont complices de notre gouvernement répressif. Donc, de nombreuses actions d'Act Up, encore une fois, vont être filmées par Madame Interfere Media. Et il réaffirme aussi la question de l'éducation, de la pédagogie, le fait de faire l'histoire, de l'empowerment et de la contre-surveillance, c'est-à-dire de documenter les actions de la police, puisqu'il y a beaucoup d'arrestations. Évidemment, quand on filme une arrestation, d'abord on sait qui est arrêté, on sait qui va au poste, et on peut aussi intervenir si ça tourne mal, et on a un témoignage, en tout cas on a un témoignage, on a des traces, ce qui fait que la police évidemment n'agit pas de la même manière. Donc vous avez comme ça un petit peu toutes ces fonctions quelquefois disons que ça part un peu dans des directions différentes, mais que prennent en charge des collectifs en fait qui travaillent avec très très peu de moyens, de la vidéo légère, et qui sont tous bénévoles et qui participent aussi de l'affirmation identitaire, puisque par exemple quand ils occupent l'espace public, ils ont des slogans comme justice tous les jours, I'm here because I'm queer, je suis ici parce que je suis queer, dans ce qui est un coming out si vous voulez dans l'espace public, avec cette idée aussi que la Pride, c'est pas aussi populaire et aussi constitué comme événement que maintenant. C'est tous les jours que la question de la fierté, justement, c'est quelque chose qui est une pratique qui ne doit pas évidemment se résumer ni à une journée en juin, ni au mois de juin. Évidemment, les techniques de désobéissance civile euh, euh, qui viennent des mouvements des droits civiques vont être modifiés selon la culture justement gay, très aussi, c'est vrai, spectaculaire, qui fait beaucoup dans la performance, dans le déguisement, aussi dans justement la transgression des genres, ou en tout cas le fait d'exprimer des expressions de genre féminines, par exemple, et donc un bel exemple de transformation, si vous voulez, des techniques de désobéissance civile au mouvement des droits civiques, c'est le kissing, par exemple, donc, qui consiste à ce que des gays et des lesbiennes se retrouvent, et ou séropositifs, se retrouvent dans l'espace public. C'est important évidemment de dire que les séropositifs peuvent s'embrasser, puisqu'il y a eu tout un débat, c'est pas simplement un débat, mais toute une désinformation à propos des modes de transmission et de contamination du VIH par la salive, etc. Donc, quels sont les fluides corporels qui sont en jeu, quels sont ceux qui ne le sont pas. Et donc, un kissing dans l'espace public, donc une érotisation, si vous voulez, du simple picting ou du simple sitting. Et vous avez aussi le dying, évidemment, puisque c'est l'idée qui est repris maintenant par d'autres mouvements sociaux, et notamment d'ailleurs des mouvements environnementalistes ou écologiques, et donc là vous faites la performance justement de la mort, enfin des morts dans l'espace public, en vous allongeant par terre, c'est aussi une manière aussi d'empêcher les flics
de vous attraper, surtout quand on est séropositif et que les flics pensent que vous allez les contaminer. Aussi, peut-être en marquant le sol, en traçant à la craie la forme des personnes qui se sont allongées, etc. Aussi en utilisant le, le dying de masse, c'est-à-dire par exemple, et d'ailleurs il y a une minute de silence, y compris dans la marche des fiertés, par exemple à Paris, où vous avez un dying, une minute de silence où vous avez des milliers de personnes qui s'allongent euh, dans la rue, sur la chaussée. Donc voilà, aussi on voit aussi comment les formes de représentation, d'identification, de production de visibilité dans les médias, mais aussi dans l'espace public, puisque tout ça peut être filmé en vidéo, etc., sont modifiés en fonction des cultures minoritaires concernées.